Toutes nos excuses pour ce petit accroc dû à quelques contingences techniques. Nous allons pouvoir démarrer ce forum d'échange autour de deux thèmes principalement, mais je vais présenter mon plateau. Je vais commencer par le nouveau venu, Pacheda Agossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes enseignant et philosophe politique. Exactement. Voilà. Eloge Francis Altadé, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes analyste politique et depuis Paris, Sofoni Jed Kobouré, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées, en espérant qu'il soit d'ores et déjà en ligne avec nous. Voilà, deux sujets au cœur du débat de ce soir. Nous avons cette publication hier de l'ancien ministre de la Justice, Valentin Agassou Djanantin, ce qui ressemblerait peut-être, on va dire, à quelques minutes de supplique envers le chef de l'État, en tout cas un appel au cœur du président de la République pour, disons, pardonner à ceux qui sont en prison pour tel et tel fait, ceux qui sont à l'extérieur du pays également, pour ceux qui sont en défaut avec la justice. Mais avant, nous allons aborder d'abord le thème sur... nous allons parler d'abord économie, parce que depuis quelques années, la Banque africaine de développement a mis en place un guichet préférentiel pour aider les pays les plus pauvres, donc les pays africains, à réussir leur transition climatique. Alors, le Bénin et la Côte d'Ivoire viennent d'être désignés premiers bénéficiaires de ce fonds spécial. Le Bénin à travers la Caisse de dépôt et de consignation. Nous allons en parler brièvement parce qu'on parle quand même d'un financement, en tout cas d'un capital à hauteur d'1,6 million de dollars. Donc, des opportunités pour des pays comme le nôtre, pour des financements verts de nature à fouetter quelque peu l'économie en général et faciliter notre transition climatique. Je vais commencer par Sofoni Jed Kobouré par rapport à cette opportunité dont le Bénin avec la Côte d'Ivoire sont les premiers à bénéficier du côté de la BAD. Oui, effectivement, j'ai lu aussi dans la presse que la Caisse des dépôts et conciliation du Bénin, avec la Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire, seront au fond les premières institutions sur le continent à bénéficier des lignes de financement vers la Banque verte BAD. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut rappeler que la BAD a lancé cette initiative de Banque verte africaine pour précisément s'attaquer aux obstacles au financement de la lutte contre le changement climatique en Afrique. Parce que, en fait, chaque année, vous avez entre 300 et 350 milliards de dollars d'émissions vertes, d'émissions d'obligations vertes, qui sont émises dans le monde. Et l'Afrique ne peut capter que quelque chose entre 1 et 2% de ce total. Donc, la BAD a lancé cette initiative justement pour disposer, n'est-ce pas, d'une banque qui puisse contribuer aux efforts d'adaptation au changement climatique. Ça me paraît une très bonne nouvelle. D'ailleurs, tout ça s'inscrit dans un grand mouvement, me semble-t-il. Tout ça s'inscrit dans un grand mouvement de verdissement de la finance internationale et surtout de la finance africaine. Alors, pas pour des raisons de bonté de cœur, etc. Non, pour une raison d'alignement d'intérêt. Les banques africaines sont bien conscientes que le changement climatique ne sera pas sans conséquence pour leur portefeuille de prêts, notamment du fait de sécheresse plus fréquente, du fait de l'agriculture qui peut être moins performante en raison des sécheresses répétées, l'élévation du niveau de la mer qui va disparaître certaines infrastructures et certaines infrastructures qui devront être modernisées
justement pour faire face à la hausse des températures ou pour, comment dire, adapter les équipements, les installations du pays au changement climatique. Il y a certaines économies africaines qui sont extrêmement dépendantes de l'exploitation pétrolière et autres. Et bien, ces pays-là devront remplacer les revenus, les emplois perdus par quelque chose de beaucoup plus vert, c'est-à-dire qui préserve les aménités environnementales. Voilà. Donc je pense que le Bénin, si vous voulez, moi ça ne m'a pas étonné quand j'ai lu la nouvelle dans la presse, parce que le Bénin a toujours été un peu près, un peu avant-gardiste sur le sujet. Très rapidement, déjà en 2017, le Bénin avait déjà finalisé un document important qu'on appelle CDM, Contribution déterminée nationale. Oui. Le Bénin est le premier pays africain à avoir réussi une émission obligataire. Ouais. Voilà, une émission obligataire internationale. Donc, je vois que c'était en été 2021. Donc, le Bénin a toujours été prêt et avant-gardiste sur ce sujet. Donc, j'ai lu la nouvelle avec grand intérêt. Voilà. Pasteur Agossou. Oui. Je pense que cela n'est rien d'autre que la reconnaissance des efforts sérieux engagés par notre pays pour assurer une réelle transition climatique. Je ne voudrais pas revenir sur les quelques points abordés par l'économiste, il est dans son domaine. Néanmoins, je voudrais dire que nous avons beaucoup de programmes aujourd'hui pour assurer une transition climatique normale pour notre pays. Le programme d'aménagement des eaux, nous avons un vaste programme de reboisement et aussi, surtout, cela c'est à l'actif du gouvernement, c'est la prise en compte désormais d'un volet d'études d'impact environnemental et social dans tous les projets. Donc, ce n'est rien d'autre que le couronnement du sérieux qui a prévalu depuis un certain moment la gestion de l'économie béninoise. Il faut pas rappeler que nous avons aujourd'hui une notation B+, qui montre que nous faisons preuve de sérieux, de rigueur, de rationalité dans la gestion économique. Voilà. Cette information peut paraître, on va dire, anecdotique pour beaucoup, mais on occulte qu'il y a un tableau sombre qui nous pend sur la tête. C'est-à-dire que l'Afrique sera la partie du monde qui subira, selon toute vraisemblance, les effets les plus néfastes du changement climatique. Dans le même temps, c'est le continent qui bénéficie le moins de ces obligations vertes, de ces flux financiers, même si on peut agréger tout ce qui a été fait comme promesse de financement au gré des différents COP ces dernières années, rien n'y fit. Monsieur Kaboulé l'a rappelé, on capte à peine 3% des quelques 300 milliards de dollars d'obligations vertes qui sont levées chaque année. On parle d'un besoin de financement quand même de 2800 milliards de dollars américains d'ici 2030. Donc du coup, nous sommes dans un contexte très sensible quant au changement climatique. Alors, est-ce que déjà sur ce fond, la BAD essaie de contourner quelque peu ce tarissement des ressources, en tout cas ces promesses non tenues des grandes puissances envers l'Afrique en mettant en place ce fonds? Et l'autre question, est-ce que les principaux contributeurs à ce fonds vont, disons, jouer le jeu comme cela se devrait? Parce qu'on sait que les États ont failli jusque-là à leurs promesses. Oui, je crois que vous savez que c'est un défi plus sérieux en Afrique qu'ailleurs, parce que c'est nous qui subissons, en fait, comme vous l'avez bien fait de le mentionner dans votre introduction liminaire. Je constate évidemment que c'est une initiative sanitaire, parce que vous savez que la BAD, qui est une institution financière panafricaine, la première d'ailleurs sur le continent, mais ici c'est à l'issue en fait d'une évaluation qui a été conduite dans 6 pays, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Ghana, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, le Mozambique, en novembre dernier. Et je crois qu'à l'issue, cette question de lutte contre les changements climatiques est une question. Vous savez que même au niveau de la Banque mondiale, il y avait eu une guerre entre la Banque et les autres États, et puis surtout par rapport à la Maison Blanche, au point que mal passe.
Ah, mais là, c'est parti. Oui. Je crois que c'est en juin, il doit partir. Bon, finalement, il est parti. Bon, alors, donc si c'est le cas, vous comprenez bien que, parce que cette question de gestion de la transition climatique est une question sérieuse. C'est un défi. Or, les institutions financières, en fait, pour la plupart, sont tatillons. Ils ne veulent pas investir tout de suite dans les questions climatiques. Si au niveau de la BAD, il y a cette fenêtre, elle est forcément salutaire. Ouais. C'est une brèche qui est ouverte pour renforcer la gouvernance climatique des États, mais aussi renforcer en fait la capacité des institutions financières locales à répondre à ces questions. Parce que la plupart des économies de nos États, les économies sont suffisamment fragilisées par d'autres défis. Donc cette question ne peut être portée que par une institution comme la BAD qui a bien fait de créer le Fonds vert. Voilà. Il faut reconnaître que c'est salutaire. Déjà, c'est une initiative panafricaine à encourager. Bon, tant que le Bénin et la Côte d'Ivoire, parce que la caisse de la CDC et puis la BNI, en fait, la Banque nationale d'investissement, soient identifiées pour capter cette première manne qui va sortir pour renforcer la capacité des États africains. C'est la preuve donc, que ces deux pays ont présenté des dossiers qui sont assez bancables. Parce que, écoutez, on ne fait pas de la philanthropie. Vous savez qu'il faut être sûr de l'action qui doit être menée, de la rentabilité de l'action. Donc, je crois que dans ces conditions, le critère de rentabilité est un critère important en termes de conduite des actions des banques. Et en cela, il faut reconnaître que c'est un mérite, comme l'a souligné le philosophe. Je crois que je suis très impressionné quand je vois les philosophes parce que c'est eux qui ont l'apanage de la réflexion, dit-on. Je peux constater que sur ce plateau, nous allons pouvoir faire des débats assez stimulants et réfléchir un peu plus. Dans une perspective de permettre à l'Afrique de bénéficier de cette action première, parce qu'il reste à ce que les économies internes, parce qu'il faut mobiliser en fait les financements privés. Privé, oui, exactement. Ouais, je crois que c'est un des défis. Or, vous savez bien que la Banque africaine a souvent été aux côtés des États et puis des réformes. Même en 2016, je crois que à Kigali, il y avait eu des réflexions qui ont été menées. On a sollicité même l'ancien président de la BAD, Kaberuka, à voir quelles sont les sources de financement qu'on peut avoir additionnelles pour pouvoir aider la banque à accompagner les États africains. On ne va pas attendre sur tous les autres financements, parce que pour être éligible à ces crédits, ce n'est pas facile. Donc il faut qu'au niveau de l'Afrique, que nous ayons des solutions africaines aux problèmes africains, que c'est nous qui subissons en fait plus durement les effets des changements climatiques. Voilà. Sophonie Jed Kabouré, l'équation est simple. Si on peut se féliciter que le Bénin ait un accès privilégié à ce guichet, on parle déjà d'un modeste 1,6 million de dollars pour la création des deux premières facilités. La question demeure, il y a une inconnue qui demeure. Est-ce que les contributeurs de ce fonds joueront le jeu jusqu'au bout? Parce qu'on parle d'institutions sérieuses, on parle généralement il s'agit des fonds d'investissement climatique, on parle de l'action climatique en Afrique du Canada, on parle de la Green Bank Network, on parle de la Société européenne de gestion d'actifs Amundi qui a une certaine notoriété sur le continent et d'autres fonds d'investissement, en tout cas d'autres apporteurs de financement privé. La question qui demeure, c'est est-ce que au-delà même de la volonté de la Banque africaine de développement, est-ce que ces prêteurs privés joueront le jeu jusqu'au bout? Oui. Je pense que le secteur privé va jouer le jeu pour une raison simple. Parce que c'est dans son intérêt. C'est tout bête. C'est dans son intérêt de jouer le jeu. Quand on aura une planète qui ne pourra plus être habitée, quand on aura des sécheresses répétées, des déplacements de population, un chaos généralisé, le business ne pourra pas continuer. Donc, le mythe du business as usual ne peut pas faire long feu. Parce qu'il se trouve que l'activité économique est forcément encastrée dans les écosystèmes, les aménités environnementales. L'économie ne peut pas se faire dans le vide intersidéral. Il lui faut la terre pour faire l'agriculture et donc pour nourrir les hommes, il faut, n'est-ce pas, l'énergie qu'on va prélever gratuitement
notamment le pétrole, qui est au fond donc de la nature. Donc, le secteur privé est obligé de contribuer. Et d'ailleurs, le secteur privé doit aller plus fort, être plus ambitieux. Et la finance africaine doit être plus ambitieuse. Parce que j'estime qu'on est encore très loin du compte en termes de financement des économies africaines, notamment sur la question de l'adaptation au changement climatique. Je donne un exemple simple. Supposons que un pays comme le Bénin, où les questions d'électricité, alors, ont bien avancé, mais il reste encore du chemin à faire. Donc, on ne veut pas, par exemple, installer, je ne sais pas, une centrale à 1 mégawatt. Eh bien, si vous voulez faire ça aujourd'hui, si vous optez pour aller une centrale à base de fuel lourd, par exemple, grosso modo, vous allez dépenser quelque chose entre 700 000 et 800 000 dollars. Euros. Mais si vous installez le même mégawatt, mais en centrale solaire, vous êtes à 2 millions d'euros. Donc, si vous voulez, l'économie verte, oui, va nous permettre justement de baisser nos émissions carbone, mais elle va coûter cher la transition. Elle va coûter cher. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'instruments, n'est-ce pas, de financement disponibles et à un coût d'accès raisonnable, on ne pourra pas opérer la transition. Parce que l'autre aspect de la transition, et là, je demande une petite attention, c'est que vous avez un phénomène bizarre dans la transition énergétique, qui est une question que je traite tous les jours dans mon travail, et en étant économiste chez un leader mondial de l'énergie, c'est que vous avez ce qu'on appelle une transition, une économie à coût marginal nul. C'est-à-dire que quand vous installez une centrale solaire, le coût de la maintenance est largement négligeable par rapport à l'investissement de départ. C'est-à-dire que tout de coup, vous vous retrouvez dans une économie où, eh bien, tout l'investissement de départ est concentré justement au tout début du projet. Donc ça veut dire que si le projet foire, vous n'avez absolument aucun moyen de rattraper. De rattraper. Donc ça veut dire que c'est une économie plus risquée, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous suivez le film. On vous suit. Donc, c'est que finalement, vous vous retrouvez dans une économie à coût marginal nul. Vous vous retrouvez donc avec des sunk costs, ce qu'on appelle des coûts, je ne sais pas comment on dit ça en français, sunk costs qui sont très élevés et donc incapacité de retourner sa veste. Donc il faut un financement disponible, en abondance et à un coût d'accès raisonnable. Parce que la transition énergétique, il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. Elle coûte cher. Elle coûte cher, voilà. Parce que dans cette équation, je ne sais pas si la plupart, en tout cas si l'opinion en a conscience, puisqu'on le chante, il y a beaucoup de programmes, mais factuellement, comme l'exemple de la centrale thermique au fuel et de la centrale solaire, tout le monde veut bien aller au vert, mais ça a une conséquence immédiate, c'est que ça coûte cher. Alors pour des économies en construction qui n'ont pas beaucoup de ressources, c'est une équation parfois insoluble, d'où l'accès obligatoire, en tout cas l'accès obligatoire à des financements longs, à taux d'intérêt faible, qui puissent permettre à des économies comme le nôtre de voir venir et de gérer cette transition, disons, pas au pas de charge, comme les pays européens le souhaiteraient, mais disons, essayer de gérer l'immédiateté, parce que les populations ont besoin d'électricité, et dans le même temps, on a des questions de coûts à gérer.
C'est une équation un peu difficile. Difficile dans la mesure où tout le monde ne perçoit pas la nécessité de cette transition aujourd'hui. Il faut se l'avouer. C'est une question qui, jusqu'à présent, reste un peu élitiste. Je vois très mal la bonne dame qui est dans un petit recoin du pays parler de transition climatique. Non, non, non. Je voudrais faire un petit bond sur l'intervention de l'économiste. Le retard dont nous jouissons sur le plan de financement n'est en partie due qu'à nous-mêmes. Parce que nous sommes restés pendant longtemps dans une posture de victime. Nous avons estimé que c'est nous qui souffrons plutôt des conséquences liées au changement climatique sans pour autant en être auteurs. Donc, nous exigions de ceux qui étaient l'auteur de ces conséquences-là une compensation. D'où le retard. Si nous avions pris plus tôt la mesure des choses, je ne crois pas que cet écart serait été aussi grand. Et c'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement à chaque fin de COP. Parce que dans les conclusions, nous, Africains, surtout, souhaitions que les États européens, occidentaux... passent à la caisse. Passent à la caisse. Ce que les autres ne sont pas disposés à faire parce qu'ils ont également leurs contraintes intérieures. Et c'est là la facilité que nous avons aujourd'hui d'avoir accès à ces financements. Parce que c'est le privé. En dehors de cette absence de prise de position des États, sachez qu'en dessous, ils font des lobbying pour que les privés, parce que c'est du business, il faut pas se leurrer, c'est du business, les privés puissent les suppléer et jouer le rôle qui est le leur. Puisqu'on le veut ou non, l'Afrique c'est le grenier de l'humanité en matière de matières premières et autres. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ce grenier-là tarisse. Voilà. Donc c'est une question un peu difficile, mais je crois que c'est déjà un pas avec cette réforme et je suis heureux de voir que notre pays fait partie des premiers bénéficiaires. Oui. Je vous pose la même question, cette dichotomie, en tout cas, les décideurs sont pris entre deux feux. Gérer la transition économique parce que c'est une réalité. Il y aura des problèmes forcément. On a vu ce que Madagascar a vécu en fin d'année dernière. C'est très pesant. Ça a un impact direct sur le niveau de vie des populations. Donc pour des économies qui se construisent encore, où on a encore tout à faire, compenser en même temps le besoin, en tout cas les besoins primaires des populations, électricité, eau, ainsi de suite, et gérer en même temps les investissements à court, long et moyen terme, moyen et long terme, pour pouvoir essayer de gérer quelque peu cette transition énergétique sans pénaliser l'avenir. C'est une équation parfois très difficile à gérer pour les décideurs. Oui, mais c'est en cela que je disais que en fait, la faiblesse des États africains pour la plupart, face aux grands défis que constitue le défi climatique et puis les insatisfactions issues des différents COP que vous avez souligné parce que nous sommes restés dans une posture attentiste. Les financements n'ont pas accompagné. Et il faut bien que nous puissions trouver des solutions africaines. Et en cela, c'est que j'ai salué cette initiative de la Banque africaine de développement. C'est vrai que cette banque s'offre aussi comme une plateforme pour faciliter, évidemment, l'accès à des financements importants et à grande échelle. Donc, il faut que les économies africaines opèrent les réformes nécessaires pour être en capacité de capter cette manne financière. Mais aussi, il faut une gestion rigoureuse. Parce qu'en fait, il y a deux objectifs. Renforcer d'abord la gouvernance climatique, en fait. Ça, c'est un défi. Mais aussi permettre d'engager des réformes qui vont dans le sens de la promotion des économies vertes. Parce que l'économie verte, il y a plusieurs piliers. Vous avez évoqué, je crois que Sophonie a évoqué des intrants qui doivent aider à promouvoir l'économie verte. Et ces intrants sont parfois coûteux. Et il y a des choix à faire. Et ces choix, c'est au niveau des décideurs. C'est pourquoi c'est avec lucidité que la plupart des décideurs africains vont réussir à conduire les populations vers des horizons qui seraient définis, des horizons meilleurs. Je partage plus ou moins les développements qui ont été faits par les philosophes, en fait, qui sont justes. Parce que la jeune dame qui est là-bas, quand on parle de changement climatique, défi climatique, elle comprend absolument rien. Mais le constat est que quand vous prenez des cas d'école, vous voyez par exemple en RDC, vous voyez les dégâts, les catastrophes climatiques, vous voyez les ravages récents, parce que là, on a vu des milliers de morts engloutis par l'eau. On a vu les glissements de terrain. Mais oui, si, voilà. Tout ça, c'est les changements climatiques qui ont provoqué ces conséquences. Donc, il y a urgence d'intervenir. Or, les financements pour accompagner, pour répondre, en fait,
pour riposter à ces changements, mais sont importants et nos économies ne sont pas en capacité d'avoir ça. Et si la BAD ouvre cette fenêtre verte pour permettre à certains États africains de capter ces financements et de les accompagner pour lutter contre ce défi climatique, je crois que c'est salutaire. Donc il reste simplement à prendre la mesure de la responsabilité nouvelle qui s'impose à nous, mais aussi à l'Afrique tout entière. Donc il n'est pas possible que les États aillent en rang dispersé. Il faut qu'il y ait des convergences d'action pour que nous puissions lutter évidemment contre les changements climatiques. Si nous allons beau faire des sommets, des réunions, mais écoutez, ce qui paraît un peu paradoxal, c'est ce bicéphalisme-là que les gens ne voient pas. Ceux qui vont au sommet, ils disent qu'ils luttent contre le climat, mais quand ils sortent, c'est eux qui rentrent dans les véhicules qui déchargent des plombs. Encore dans l'hiver. Non, écoutez, oui, parce que... Vous n'avez pas indexé les gros 4x4 j'ai vu dans les pays... Vous ne voulez pas qu'ils fassent la prévention comment nous faisons quand ils font les oui, mais quand on remet... Oui, bon, d'accord. Mais quand on remet chez nous, vous ne voulez pas qu'ils fassent la... Non, mais il y a une tête qui pense bien la lutte contre les changements climatiques, les défis climatiques. Mais il y a une autre tête qui veut se satisfaire évidemment des bienfaits matériels du progrès scientifique. Malheureusement, ça se retrouve dans la même personne. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un écart entre ce que nous voulons et ce que nous faisons. Vous ne voulez pas qu'ils aillent faire la sensibilisation à vélo ou à d'autres pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Quand nous voyons sous d'autres cieux des chefs d'État aller dans leur résidence ou bien aller au travail sur leur vélo, moi j'ai bien envie d'observer cela également sur le continent africain. Nous avons vraiment conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Mais il est opportun que nous prenions les décisions les plus drastiques. Oui, effectivement. Je tiens à rappeler une chose. Il est important de pouvoir faire une gestion plus ou moins efficiente de ces fonds-là. Une chose est d'aller à la chasse. Une chose est de mobiliser, de chercher à mobiliser. Une autre chose est de gérer cette économie, ces fonds-là. Et je crois que les deux choix qui ont été effectués par la BAD ne sont pas fortuites dans la mesure où nous pourrons faire cas d'école. Je dirais que c'est une première expérience. Je suis convaincu que le Bénin et la Côte d'Ivoire ne manqueront pas de faire école pour que les autres qui suivront certainement puissent aller dans le même sens que nous. Parce que c'est de là que se joue vraiment la crédibilité de la BAD et du continent africain tout entier. Voilà. Une autre question, Soufouni Jet-Koboulé, qui est afférente à cette équation-là, dont nous parlons depuis le début de cette partie du Grand Soir, c'est l'utilisation, l'affectation de ces fonds. Parce qu'il y avait une autre équation encore en plus qui tenaillait quelque peu on va dire les décideurs africains, en tout cas les décideurs des pays pauvres dans leur ensemble. C'était l'injonction qui était faite pratiquement, ou le chantage qui était fait aux pays, on va dire les plus pauvres, les plus faibles, les pays africains, ceux qui ont, le Bénin n'est pas dans ce cas, mais la Côte d'Ivoire est à l'orée d'une belle lucarne en termes d'exploitation de gaz et de pétrole. C'était l'injonction qui était faite aux pays qui avaient ces ressources-là, de les abandonner presque, disons, diligemment pour, embrasser, les financements verts. Et on a vu aussi des velléités de désinvestissement de ces fonds de pension, des grands majors pétroliers et tout ça. On était dans une période de chantage quand est survenue la guerre russo-ukrainienne qui a quelque peu redistribué les cartes parce que l'Europe elle-même s'est trouvée en mauvaise posture quant à la disponibilité de l'énergie. Comment pensez-vous que cette séquence peut être gérée ensuite? Le Bénin, je l'ai dit, le Bénin n'est pas dans ce cas. La Côte d'Ivoire est dans ce cas, en plein dans ce cas. La Côte d'Ivoire pousse les 20, les 30 prochaines années à de fabuleux gisements à disposition. Alors comment les décideurs peuvent gérer cette autre dichotomie entre les ressources disponibles, mais l'injonction des financiers et des fonds d'investissement à préférer des solutions qui potentiellement nous coûtent plus cher? Oui, alors, si vous voulez, le secteur privé commence à prendre conscience que, vu les projections du GIEC, eh bien, voilà ce qui nous attend si on continue à faire comme on a toujours fait.
Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer le business as usual? Eh bien, les fonds de pension, etc., le grand fonds de pension norvégien est en train de désinvestir massivement du secteur des énergies fossiles pour une raison simple. C'est simplement que lui, ce fonds veut diminuer son exposition aux risques climatiques. Donc, aujourd'hui, si vous êtes un État africain et que vous voulez vous faire financer un mégawatt de centrale à base de fioul lourd ou même centrale à gaz, vous avez un mal de chien pour trouver le financement. Tout simplement parce que ce financement-là n'est plus vraiment disponible. Plus personne ne veut financer des activités qui contribuent à continuer la tendance d'émission des gaz à effet de serre. Oui, justement, d'où la question. Du coup, nos pays sont pris en étau parce que si on exclut le fioul ou on peut avoir le gaz, beaucoup de pays disent bon, le gaz est une solution intermédiaire. On n'est pas pris en étau. Je suis pas, non, on n'est pas pris en étau. Il faut être intelligent, en fait, simplement. Et d'ailleurs, le Bénin l'a montré très, très vite. Et pourquoi le Bénin n'a pas attendu de voir s'il y a un pays africain qui a déjà fait une obligation verte avant de s'essayer. Et puis, l'opération, tout le monde pensait que ça allait faire flop sur le marché. Pas du tout. L'opération a très bien marché. En fait, en 2014, le président Alassane Ouattara disait que l'Afrique a raté la première et la deuxième révolution industrielle. Elle n'a pas le droit de rater la troisième révolution industrielle. Moi, je dirais que l'Afrique a raté la première et la deuxième révolution industrielle. Elle n'a surtout pas le droit de rater la révolution de la croissance verte. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où vous avez le pognon, pour parler vulgairement. Donc, si c'est là où il y a de l'argent, eh bien, c'est là où il faut aller. Parce que si vous voulez continuer dans l'ancien monde, c'est-à-dire le monde des énergies fossiles, il va être très compliqué pour vous de trouver du financement. Aujourd'hui, faire une centrale solaire à capacité, à puissance installée équivalente à une installation, n'est-ce pas, à base de fuel, oui, c'est 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Mais n'oublions pas que le coût des panneaux solaires sont en train de baisser. Je crois que le prix des panneaux solaires se divise à peu près par 2 chaque 5-7 ans. Donc, il y a de la recherche, de la R&D sur ce sujet-là pour rendre les énergies renouvelables plus accessibles. Plus accessibles. Et de l'autre côté, il y a, comment dire, une source de financement qui devient de plus en plus abondante du fait que la finance internationale a amorcé sa révolution de verdissement. Et là, il faudrait souligner effectivement quelque chose qui paraît important, c'est l'espèce d'hypocrisie des pays, n'est-ce pas, développés. Vous vous rappelez qu'en 2009, la fameuse la COP 15, pardon, ouais, à Copenhague, les pays développés ont dit on va soutenir les pays en voie de développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Ouais. Ce n'est jamais arrivé. Eh bien, c'est jamais arrivé. Donc, cette promesse, on ne l'a jamais vue. Et quand vous essayez de regarder les chiffres, moi j'essaie de regarder les chiffres, on a des versions extrêmement variées. Quand vous regardez sur le site de l'OCDE vous dit, oui, le club des pays riches, en 2019 par exemple, est allé jusqu'à 80 milliards au lieu de 100, enfin, sur les 100 milliards promis. Mais quand vous regardez des ONG comme Oxfam, par exemple,
eh ben, les vrais montants alloués au climat pour les pays en voie de développement seraient plutôt autour de 20 milliards. 20 milliards, Donc, oui. très loin des 100 milliards. Mais le flou est savamment entretenu parce que dans la comptabilité, il n'y a pas encore de différence entre les prêts et les dons. Donc, Voilà. Il y a... ce qui est quand même, comment dire, ce qui est quand même embêtant pour les pays en voie de développement. Monsieur Agossou, la question, là on est au niveau institutionnel, on a des fonds à disposition. Mais quelle part la société doit tenir dans ce discours? Parce que cette révolution ne va pas se faire d'elle-même. Il faut quand même que la société, dans son ensemble, puisse faire sa mue. C'est vrai que nous, quand on regarde un peu notre société, on a plutôt beaucoup de besoins à combler. Et cette mue est difficile. Vous n'avez pas demandé à des gens qui n'ont pas encore accès à l'électricité de mieux savoir gérer l'électricité ou bien d'aller vers des solutions plus vertes. Il faut trouver le discours qu'il faut pour que les populations, en tout cas dans leur immense majorité, puissent s'allier à cette cause qui est on ne peut plus vitale pour notre avenir. Effectivement, c'est très vital. Mais je voudrais revenir sur un point. Vous aviez parlé tout à l'heure d'injonction de la part des grandes puissances ou des États européens. Moi, je ne parlerai pas d'injonction. Je parlerai plutôt d'une invite à une prise de responsabilité. Parce que n'oublions pas que ces derniers ont été à l'initiative déjà de ces exploitations dont nous autres sommes carrément nouveaux. Nous n'avons pas l'expérience. Donc si, fort de leur expérience, ils ont déjà subi de ces affres-là et qu'ils nous conseillent, moi je pense qu'il serait plus judicieux de prendre en considération ces avertissements. Voyez-vous, moi je ne perçois pas cela comme une injonction. Soyons pratiques. Le cas le plus disons, qui est le plus palpable, le plus récent, c'est le cas du Mozambique, qui a découvert un immense gisement de gaz révolutionnaire. Je pense que c'est comme on dit en anglais, un game changer pour le pays, qui a signé avec le groupe, le major français Total pour l'exploitation. En temps, il y a eu des histoires de terrorisme, maintenant c'est clair, mais on a vu que même au niveau des actionnaires de cette compagnie et d'autres fonds privés occidentaux, on a tout fait. En fait, on dit au pays, le pays dit, bon, ça c'est ma ressource, je veux me développer avec. On dit non, écoutez, nous sommes dans une période difficile, compte tenu du changement climatique, vous ne devez pas pouvoir exploiter ce type de gisement. Donc on dit, le Nigeria aussi a pesté, le président Buhari a pesté il y a quelques années en plein COP par rapport à cette injonction. Vous ne pouvez pas nous dire de laisser nos richesses. Ne nous fouvoyons pas. Voilà. Ne nous fouvoyons pas. L'Afrique aujourd'hui est au conflin ou bien au contour d'une guéguerre géopolitique terrible. D'où la nécessité du choix des partenaires. Voyez-vous, vous avez parlé, vous avez donné l'exemple de Total, etc. Est-ce que ce pays-là a été obligé de s'orienter vers ses partenaires? Quand, au moment où certains imposent des barrières ou des contraintes quant à leur accompagnement et autres, mais d'autres sont disponibles. Oui, mais la même contrainte se pose aussi au Nigeria. La même contrainte ne se pose pas au niveau de tous les partenaires. Voyez-vous, je ne voudrais pas me donner cette peine-là de citer des partenaires. Non, nous sommes au cœur d'un géopolitique terrible. Et donc, par conséquent, il faut pouvoir s'assurer de ce que nous fonctionnons avec des partenaires disponibles à nous accompagner, tout simplement. Sommes-nous obligés de faire avec la France? Mais non, il y a d'autres qui sont disponibles. Et c'est ça. La question du choix est primordiale. Ne donnons pas de ces exemples, on peut en donner à l'infini. Mais cela ne justifie en rien la situation dans laquelle nous sommes. Il faudrait que nous-mêmes, nous opérons des choix stratégiques. C'est ça. Pour revenir à votre question. Aux populations. Aux populations. Nous l'avons dit tantôt. On a comme l'impression qu'il y a l'élite qui a plus ou moins conscience de la situation et qu'il y a la population qui n'en sait rien. Il faut donc mettre en place de politiques. Moi, je trouve qu'il y a des agriculteurs qui sont... Il faut plutôt mettre en place des politiques. Les agriculteurs ne représentent pas 70% de la population. Il faut pouvoir faire toucher du doigt les réalités aux citoyens. Il faudrait pouvoir faire la relation entre des situations qu'ils vivent et le changement climatique. Tant que la dame ou le monsieur ne se rendra pas compte du fait que ce que je vis, c'est à cause de ça, tant qu'il ne pourra pas mettre en place une relation de cause à effet, mais rien.
on aurait beau faire des discours sur des discours, rien ne portera, Rien ne tout changera. simplement. C'est ça même question. Oui, c'est la question, je ne partage pas ce développement-là parce que c'est qu'au niveau de l'agriculture, vous savez que les agriculteurs se plaignent des changements parce qu'ils sont Bon, il y a conscients que quelques saisons, les oui, saisons, oui. Mais oui, ont changé. On change. Même chez nous ici au Bénin, si ils se disent que mais ça c'est la pluie il y a encore quelques années, c'était pas comme ça. Donc ils sont conscients qu'il y a quand même des changements en fait, au niveau du climat et qu'il y a urgence à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que les récoltes ne viennent plus au rendez-vous, ce qui est clair. Bon, maintenant, c'est que la question que vous posez qui est pertinente, c'est qu'au moment où certains pays découvrent en fait des gisements, en fait des mannes, en fait, mannes pétrolières, mannes gazières, qui doivent aider à doper l'économie. Le cas ivoirien aussi avec Eni. Mais oui, si, voilà. Il y a que au niveau des grandes instances, on se dit, mais il y a la survie de la planète. Oui. Il y a urgence à ce qu'on mette ça en berne et qu'on passe travaille. à autre chose. Ben oui, c'est ça, en fait, la question. C'est comment arbitrer ça, de sorte que cela ne nuise pas, en fait, à la planète. Car le défi aujourd'hui, c'est le défi climatique, le défi de la construction de l'espace vert, le défi, évidemment, de l'urgence de protéger la planète tout entière. Parce que si la planète subit les affres, c'est l'humanité qui sera atteinte. Et c'est en cela que la plupart des États, même si on estime qu'il faut changer de partenaire dans un univers géopolitique très mouvant, non. C'est mouvant, certes, mais il y a des options communes que nous devons faire. Une tendance de fond. Ouais. Mais oui, si par rapport à... Il y a des centrales Maintenant, nucléaires aujourd'hui qui sont remises en marche sous dossier. Oui. Vous comprenez un peu la nécessité du sport? Si, je sais. Mais ce que nous voulons, c'est notre planète, elle est une. Il y a qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la photographie, vous constatez qu'il y a quand même des défis climatiques qui obligent à ce que les États fassent quelque chose. Bon, est-ce que c'est dans la légèreté, dans le laxisme que nous allons aborder cette question, ou bien est-ce qu'il ne faut pas aller à un sens de responsabilité aiguë? Vous avez bien fait de mettre l'accent sur le sens de responsabilité. En lieu place d'injonction, vous aurez aimé qu'on parle de l'appel, une alerte en fait à la responsabilité. Et c'est en cela que je dis oui, sur ce volet, je suis d'accord. Mais aller à la diversification des partenaires tout de suite et changer l'horizon, c'est pas ça. Qu'est-ce que nous voulons de notre planète? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre planète? Ça devait être même une réflexion africaine avant d'être une réflexion mais européenne. aujourd'hui, on nous rend comptables. On nous rend comptables des changements climatiques. Or, nous subissons les affres. Non, les gens sont conscients. Aujourd'hui, Oui, on ils en nous sont demande conscients. à nous de consentir tous les efforts. Alors que ce sont les autres qui polluent le plus. C'est là toute la problématique. Oui, parce qu'ils ont intérêt à venir exploiter nos forêts. Pour la nécessité pour Oui. nous, c'est vrai, la planète elle est commune, mais néanmoins, il faudrait que nous aussi, nous puissions mobiliser des ressources propres. Parce que quand on va toquer, on nous oppose des contraintes, on nous oppose des conditions. Dans ces situations, pouvons-nous évoluer? C'est là. Je partage, mais il faut aller au-delà parce que vous avez vu à l'occasion de la tournée de Macron Oui. au Gabon. Oui. Vous avez vu une dame de la société civile lui répliquer par rapport à cette question verte. Oui, là-bas, on demande au Gabon de cesser d'exploiter du bois. Sophonie Jette Kobouré, cette même équation, on a vu ces dernières années, pas seulement au Mozambique, au Sénégal. Le Sénégal aussi, avec des compagnies anglo-saxonnes, a eu cette même difficulté. Il faut dire que, je le disais tout à l'heure, le cas ukrainien est venu quelque peu détendre un peu cette tension-là qui pesait sur beaucoup de gisements. Très concrètement, on demande à des pays africains qui ont des raisons de compter sur ces ressources disponibles-là, de se tourner vers d'autres sources, en tout cas des sources plus vertes, puisque c'est le thème consacré, parce que ça contribue à l'épanouissement de la planète et à sauver la planète. Oui, vous posez une très bonne question. C'est vrai que si je suis un pays comme le Mozambique, au nom de quoi je n'exploiterai pas le don, la clémence de la nature pour au fond tirer des revenus et faire travailler et développer le pays. Donc la question qui se pose réellement, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Quand je dis on, c'est la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour qu'un pays qui découvre, par exemple, du pétrole ou d'autres énergies fossiles, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que ce pays garde sous terre ces découvertes? C'est ça la question. Et donc, je pense que
il faut une solidarité internationale. La question s'est posée avec le Brésil. On a dit, ouais, l'Amazonie était un poumon, n'est-ce pas, un puits de carbone absolument remarquable. Indispensable. Et que le Brésil devrait, pour l'humanité, évidemment, garder intouché l'Amazonie. On a vu que le président Bolsonaro, l'ancien président, n'a que faire de ça. Mais pour une raison simple. Parce que lui, il dirige un pays, accessoirement un grand pays, et lui, il a des objectifs de développement à atteindre. Donc, s'il n'y a pas une solidarité internationale qui lui donne les leviers, de préférer ne pas toucher à l'Amazonie et avoir accès à une espèce de cagnotte, je suis désolé, il va y toucher. Malheureusement, fait sauter des arbres dans l'Amazonie. Donc, c'est toujours l'équation. C'est là où je pense que l'hypocrisie des pays développés doit arrêter. Parce qu'on ne peut pas dire l'Afrique qui a encore des objectifs de développement à atteindre devrait renoncer à son développement au motif qu'il faudrait préserver des aménités environnementales. Parce que si on préserve l'environnement, c'est pour les hommes, après tout. Oui. C'est pour qu'on habite sur une planète vivable. Oui. Mais on ne va pas affamer les hommes pour sauver Gaïa. Exactement. Il faut, n'est-ce pas, un mécanisme qui permet d'inciter les pays qui découvrent du pétrole, etc., à garder le pétrole sous terre parce qu'ils ont l'équivalent des revenus qui pourraient tirer de cette exploitation directement disponibles. Voilà, ce débat est très intéressant. Selon l'angle de vue, je veux dire à Koboulé qu'en fait ce qu'il dit, c'est ce que disent la plupart des Africains. Mais écoutez, l'urgence de la protection de la nature, elle est plus importante, par exemple, pour les pays occidentaux. Vous savez qu'un chef d'État américain peut perdre son fauteuil rien que pour la légèreté dans la gestion des questions climatiques. Des questions, alors qu'ici en Afrique... Parce qu'ils sont les gros pollueurs. Parce qu'en fait, ici en Afrique, ça ne gêne personne que... Ils sont les gros pollueurs. Oui, un président est dans son confort. Quand on demande à nous de consentir des efforts et que eux, de leur côté, rien ne se passe, mais c'est frustrant. Et effectivement, je rejoins l'économiste quand il parle d'hypocrisie. Oui, mais quand des présidents africains acceptent, par exemple, que des déchets toxiques soient déversés contre une manne financière qu'on leur propose, c'est les Africains. Mais c'est avec la complicité de qui? C'est pas le président occidental. Oui, mais c'est les Africains qui prennent la décision. Ce sont les mêmes devant les caméras qui nous demandent de renoncer à tout acte pouvant porter atteinte au climat. Ce sont les mêmes qui en sourdinent. Viennent nous proposer ces mannes financières parce qu'ils savent que nous sommes dans le besoin. Exactement. Ça rejoint, c'est toujours la problématique de l'hypocrisie. Cette question est très très intéressante. Nous allons y revenir prochainement parce que là, ce que vous touchez du doigt, c'est ce que d'aucuns appellent la justice climatique. Les autres sont les pollueurs. Nous nous demandons de subir les conséquences et de faire les efforts qu'il faut. En même temps, c'est la même planète. Nous allons laisser notre autre thème pour peut-être une prochaine fois parce qu'on a écoulé le temps qui nous est imparti. Le débat fut très intéressant. Sophonie Djed-Kaboulé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Pachedor Agossou, merci. Pour une première, c'était un plaisir. Merci Eloge Francis Attari pour votre contribution de ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, tout en vous rappelant que vous pouvez revivre ces débats sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, sur notre compte Twitter ETélé Live, sur notre compte Facebook ETélé en direct et bien évidemment sur notre site internet ETélé Bénin. Continuez par nous suivre via notre application du même nom. Portez-vous bien et bonne fin de soirée chez vous.